Paris, 1973. Le Palais des Sports était complet depuis des semaines. Les billets s'étaient arrachés en quelques heures, comme toujours quand Michel Renard montait sur scène. Renard était ce qu'on appelait dans les milieux artistiques parisiens un monument vivant de la chanson française. Un homme qui avait consacré 40 ans de sa vie à défendre ce qu'il appelait la vraie musique, celle qui venait de la tradition, des racines profondes de la culture européenne, des mélodies construites avec rigueur et transmises avec discipline. Il méprisait ouvertement ce qu'il appelait le bruit américain, ce rock and roll qu'il voyait envahir les scènes françaises comme une marée qu'il fallait repousser avant qu'elle noie tout ce que la France avait construit musicalement pendant des siècles. Ce soir-là, Renard avait prévu quelque chose de particulier. Depuis le début de sa tournée, il avait instauré ce qu'il appelait le moment de vérité, une interruption au milieu de son spectacle, où il invitait quelqu'un du public à monter sur scène pour démontrer, disait-il, que la vraie musique ne s'improvise pas, qu'elle se construit pendant des années de formation sérieuse, et que n'importe qui peut faire du bruit, mais que très peu de gens peuvent vraiment faire de la musique. Dans le public ce soir-là, assis vers le fond de la salle, il y avait un homme que Renard n'aurait jamais invité consciemment. Un homme en blouson de cuir noir, les cheveux longs, qui avait acheté son billet simplement parce qu'un ami lui avait dit que Renard était techniquement impressionnant et que cet homme ne s'appelait jamais seul une curiosité musicale. Cet homme, c'était Johnny Hallyday. Johnny était venu seul, sans attaché de presse, sans photographe, sans rien qui puisse le signaler comme autre chose qu'un spectateur ordinaire. Il avait 40 ans cette année-là et portait déjà sur les épaules le poids d'une carrière qui avait bouleversé la France entière. Mais cette nuit-là, il était simplement là pour écouter, comme il l'avait toujours fait depuis ses débuts, parce qu'il croyait que la musique se trouvait partout, et qu'un musicien qui arrête d'apprendre est un musicien qui commence à mourir. Les personnes autour de lui avaient dit commencer à le reconnaître discrètement. Des regards échangés, des sourires contenus, la gêne respectueuse des gens qui ne veulent pas transformer une soirée tranquille en chaos. Johnny répondait à chaque signe d'une simple inclinaison de la tête, content de pouvoir passer une nuit à écouter sans être lui-même le centre de l'attention. Michel Renard entra en scène avec la précision d'un homme qui avait répété chaque pas, chaque regard, chaque pose. Il était grand, 65 ans, les cheveux parfaitement coiffés en arrière, un costume sombre qui semblait taillé pour une autre époque, ce qui était d'ailleurs son intention. Il reçut les applaudissements avec un geste de la main qui ressemblait moins à de la gratitude qu'à de la permission accordée au public de continuer. Il chanta pendant 50 minutes, avec une voix qui portait encore, une technique irréprochable, des arrangements orchestraux qui remplissaient le Palais des Sports d'une façon que peu d'artistes pouvaient revendiquer. Le public l'applaudissait sincèrement parce que le talent de Renard était réel, même si l'homme lui-même était devenu difficile à aimer pour ceux qui le connaissaient trop bien. Puis vint ce moment que certains spectateurs attendaient avec une certaine anxiété, et que d'autres avaient décrit à leurs voisins avant le début du spectacle comme le passage à éviter. Renard s'avança vers le bord de la scène et regarda le public avec ce sourire qu'il réservait au moment où il voulait enseigner quelque chose à des gens qui n'avaient pas demandé à être enseignés. « Mesdames et messieurs », dit-il de cette voix qui remplissait les salles sans micro, « chaque soir de cette tournée, je fais la même chose. J'invite quelqu'un du public à monter ici avec moi. Pas pour l'humilier, précisa-t-il avec un ton qui suggérait exactement le contraire, mais pour lui donner la chance de montrer ce qu'il sait faire. Et pour rappeler à tout le monde que ce que vous entendez sur cette scène n'est pas quelque chose qui arrive naturellement. Ça se travaille, ça se construit, ça prend toute une vie. Il laissa le silence s'installer pendant quelques secondes, ses yeux parcourant la salle avec le calcul de quelqu'un qui choisit une cible précise, en faisant semblant de choisir au hasard. Son doigt s'étendit vers le fond de la salle. « Vous, monsieur, au fond, le blouson noir, montez donc, s'il vous plaît. » Ce qui se passa ensuite fut impossible à décrire parfaitement pour ceux qui n'y étaient pas. Un murmure traversa immédiatement le Palais des Sports, venu des rangs du milieu qui avaient dû reconnu Johnny depuis un moment déjà. Ce murmure se transforma rapidement en quelque chose de plus grand, de plus dense, une vague de reconnaissance qui roula depuis le fond de la salle jusqu'aux premières rangées, pendant que les gens réalisaient ce qui était en train de se passer. Les applaudissements commencèrent de spontanément, désordonnés d'abord, puis de plus en plus synchronisés, pendant que Johnny Hallyday se levait calmement de son siège et commençait à remonter vers la scène. Renard restait debout au bord du plateau, incapable de comprendre pourquoi cet homme en blouson de cuir recevait une ovation debout avant d'avoir fait quoi que ce soit. Johnny monta les marches latérales de la scène sans se presser. Il ne souriait pas encore, il regardait simplement devant lui avec cette façon particulière qu'il avait de traverser les espaces, comme si le monde s'organisait naturellement autour de lui sans qu'il ait besoin de le demander. Renard l'accueillit avec un sourire condescendant et un geste large en direction du micro central. « La scène est à vous, monsieur !»
dit Renard avec l'intonation de quelqu'un qui tend une carte piégée. Johnny s'arrêta devant le micro. Il regarda l'orchestre qui attendait dans les coulisses, des musiciens qu'il avait déjà reconnus et qui échangèrent des regards entendus. Puis il regarda Renard. « Vous avez une guitare quelque part ?» demanda Johnny simplement. La question prit Renard par surprise, assez pour que son sourire vacille pendant une fraction de seconde. Un technicien dans les coulisses avait déjà entendu, et avant que Renard puisse répondre, une guitare acoustique arriva sur scène. Johnny la prit, l'examina brièvement, ajusta une corde avec une précision qui n'échappa pas aux musiciens de l'orchestre et s'assit sur le bord d'un moniteur comme quelqu'un qui s'installe dans son propre salon. Renard croisa les bras. Le public avait cessé d'applaudir, pas parce que l'enthousiasme était retombé, mais parce que quelque chose dans l'air du Palais des Sports avait changé, quelque chose qui demandait le silence. Les 7000 personnes présentes cette nuit-là retenaient leur souffle collectivement. Johnny frappa les premières notes, et ce qui se passa dans les 2 secondes qui suivirent fut ce que les journalistes qui couvrirent l'événement ne purent jamais vraiment rendre avec des mots. La façon dont il tenait la guitare, la façon dont ses doigts trouvaient les cordes sans chercher, la façon dont son corps entier s'inclinait légèrement vers l'avant comme quelqu'un qui s'approche d'une conversation importante. Ce n'était pas la technique parfaite et froide de Renard. C'était autre chose. C'était quelque chose qui venait d'un endroit différent. Renard décroisait les bras. Ce fut un mouvement petit, presque imperceptible, mais les gens qui le connaissaient dans le public le remarquèrent immédiatement parce que ça voulait dire quelque chose que ces mots n'auraient jamais admis. Johnny commença à chanter. Ce que le Palais des Sports entendit cette nuit-là, ce n'était pas simplement une chanson. C'était l'histoire entière d'un homme qui avait grandi entre 2 cultures, qui avait pris la musique américaine et l'avait transformée en quelque chose qui parlait en français, avec une vérité qui ne ressemblait à rien d'autre. Sa voix n'était pas parfaite au sens académique du terme. Elle était fissurée aux bons endroits, brûlante là où il fallait de la chaleur, fragile exactement au moment où la fragilité disait plus que la force. Dans les premières rangées, des gens pleuraient sans s'en rendre compte. Les musiciens de l'orchestre de Renard avaient quitté leur position dans les coulisses pour se rapprocher discrètement de la scène et entendre mieux. Renard lui-même restait immobile à quelques mètres de Johnny, ses yeux fixés sur cet homme qui faisait quelque chose que 40 ans de carrière et de certitude musicale ne lui avaient pas appris à nommer. Quand Johnny termina et releva la tête, le Palais des Sports explosa. Ce n'était pas le genre d'applaudissements que Renard produisait d'habitude, ceux d'une audience cultivée qui reconnaît un travail bien exécuté. C'était quelque chose d'incontrôlable, de physique, de collectif. Les gens se levaient, certains criaient, des larmes continuaient de couler dans plusieurs rangées simultanément, et cette énergie remplissait l'espace d'une façon que le Palais des Sports n'avait peut-être pas connue depuis longtemps. Johnny posa la guitare sur ses genoux et attendit que les applaudissements se calment un peu. Il ne souriait pas avec la triomphe de quelqu'un qui vient de gagner quelque chose. Il souriait avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui vient de faire exactement ce qu'il devait faire. Renard s'approcha lentement. Les 2 hommes se regardèrent morts sans parler pendant un moment, pendant que le bruit du public continuait à rouler autour d'eux. « Qui êtes-vous » demanda finalement Renard, avec une voix qui n'avait plus rien du ton condescendant du début de la soirée. Quelqu'un dans les premières rangées cria le nom de Johnny avec une clarté qui traversa toute la salle. Renard ferma les yeux pendant 1 seconde entière. Quand il les rouvrit, il regarda Johnny avec une expression que ses collaborateurs les plus proches dirent n'avoir jamais vue sur son visage en 40 ans. Ce n'était pas seulement de la surprise. C'était la reconnaissance d'un homme suffisamment honnête avec lui-même pour comprendre exactement ce qui venait de lui arriver. « Johnny Hallyday », répéta Renard doucement comme si le nom avait besoin d'être dit à voix haute pour devenir réel. Johnny hocha simplement la tête. Renard resta silencieux pendant plusieurs secondes, ses yeux parcourant la salle, les visages des spectateurs, les musiciens de son propre orchestre qui regardèrent la scène avec des expressions qu'il ne leur avait jamais vues. Et dans ce silence, quelque chose en lui traversa une frontière qu'il avait passé des décennies à construire. « J'ai passé 40 ans à défendre la vraie musique », dit finalement Renard, assez fort pour que le micro capte sa voix et la porte jusqu'au fond de la salle. Et ce soir, j'ai compris que je défendais une définition qui m'appartenait à moi, mais qui n'appartenait pas à la musique. Le public se tut complètement pour entendre ce que Renard allait dire ensuite. Ce que vous avez fait là n'était pas du bruit américain. Ce n'était pas une mode ou une tendance ou quelque chose qui va disparaître dans 10 ans. C'était de la vérité. Et la vérité ne demande pas de certificat d'authenticité. Johnny se leva du moniteur et lui tendit la main. Renard la prit, mais au lieu de la serrer simplement, il fit quelque chose qui provoqua une réaction immédiate dans la salle entière. Il la tira légèrement vers lui dans ce geste bref qui en France ne trompe personne. Ce geste qui dit « je te reconnais comme égal » sans avoir besoin de prononcer le mot. Les applaudissements revinrent.
différent cette fois, plus rond, plus chaud. Johnny redescendit les marches latérales de la scène avec la même tranquillité qu'il avait mise à les monter. Il remonta l'allée centrale du Palais des Sports, pendant que les gens l'applaudissaient de chaque côté. Certains lui touchaient l'épaule au passage, d'autres se contentaient de le regarder avec cette expression que les Français réservent au moment où ils ne trouvent pas les mots. Il regagna sa place au fond de la salle et se rassit comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Renard termina son concert ce soir-là. Il chanta ses dernières chansons avec quelque chose de différent dans la voix que les critiques, qui étaient de présents dans le public, notèrent dans leurs articles du lendemain sans pouvoir l'expliquer précisément. Certains dirent que sa voix avait perdu quelque chose. D'autres dirent qu'elle avait gagné quelque chose. Les plus honnêtes dirent simplement qu'elle sonnait autrement, comme si une tension qu'il portait depuis longtemps s'était légèrement desserrée. Quand le rideau tomba et que les lumières de la salle se rallumèrent, Renard resta seul sur scène pendant un moment que ses techniciens respectèrent, sans venir le déranger. Il regardait les sièges qui se vidaient lentement, les gens qui récupéraient tout leurs manteaux et leurs programmes, les conversations qui recommençaient après le silence de la musique. Quelque part dans ce public, un homme en blouson de cuir remontait probablement vers la sortie comme n'importe quel autre spectateur. Renard pensa à quelque chose qu'il avait dit des centaines de fois dans des interviews, dans des conférences, dans des discussions avec des jeunes musiciens qui venaient lui demander conseil. Il avait toujours dit que la musique était une langue qui s'apprenait, et que ceux qui ne l'avaient pas apprise correctement ne pouvaient pas vraiment parler. Il avait dit ça pendant 40 ans, avec la certitude de quelqu'un qui possède une vérité. Et ce soir, un homme en avait pris une guitare, et lui avait montré que certaines personnes naissent en sachant parler une langue que les autres passent leur vie entière à essayer d'apprendre. Pas parce qu'elles sont supérieures, mais parce qu'elles ont trouvé quelque chose de vrai en elles, et qu'elles ont eu le courage de ne jamais le trahir. Dans sa loge, plus tard, un de ses musiciens frappa à la porte et entra sans attendre la réponse, ce qui était permis entre eux depuis 20 ans de travail ensemble. « Tu savais qui c'était » demanda le musicien. Renard mit quelques secondes avant de répondre. « Non, mais j'aurais dû. » Le musicien resta à la porte sans rien ajouter parce qu'il n'y avait rien à ajouter. Cette nuit du Palais des Sports ne figura jamais dans les grandes biographies officielles de Michel Renard. Ce n'était pas le genre d'histoire qu'un homme de son caractère aurait encouragé qu'on raconte. Mais dans les années qui suivirent, ceux qui travaillaient avec lui remarquèrent quelque chose de subtil dans sa façon de parler des autres musiciens. Une légère ouverture là où il n'y avait eu que des murs, une capacité nouvelle à écouter, avant de juger qui ne ressemblait pas à ce qu'il avait toujours été. Et parfois, lors de conversations privées avec des musiciens qu'il respectait, il lui arrivait de mentionner cette nuit-là, pas pour raconter l'histoire dans tous ses détails, juste pour dire qu'il avait appris quelque chose d'important un soir à Paris, dans sa propre salle, de la bouche d'une guitare qu'un homme avait tenue d'une façon qui lui avait appris ce que 40 ans de carrière n'avaient pas réussi à lui enseigner. Que la grandeur ne prévient pas avant d'entrer. Elle s'assoit dans la rangée du fond avec un blouson de cuir et elle attend patiemment qu'on lui tende un micro. Et quand on lui donne cette chance, elle ne cherche pas à gagner. Elle cherche simplement à dire ce qu'elle a à dire, avec toute la vérité qu'elle porte en elle depuis toujours. Et ça, aucune salle de concert européenne, aucun conservatoire, aucun titre et aucune décennie de certitude ne peuvent produire si ce n'est pas là depuis le début.